Frédéric est vraiment un joli prénom, et je remercie mes parents de me l'avoir donné il y a près de 55 ans. Il a des origines germaniques, Friedrich, et signifie paix et puissance. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour moi que je fais cette petite explication étymologique, mais parce que c'est le prénom de mon invité. Un homme qui avait déjà pour lui la puissance des mots, et qui, avec l'écriture de son dernier livre, semble avoir trouvé une forme de paix. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 11e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. Il est l'un des écrivains français les plus importants de notre temps, et suite à la mort de son père Jean-Michel, il vient de sortir chez Grasset Un homme seul, livre d'une immense beauté, peut-être son meilleur. Frédéric Beigbeder est aujourd'hui mon invité. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. C'est bien Frédéric. Vous Mais savez qu'en oui. espagnol, c'est un nom. On appelle ça tocayo. Un tocayo, c'est quelqu'un qui porte le même prénom que le vôtre. Ah oui, et parce qu'on constate qu'il y a des similitudes. Déjà, on a tous les deux une jolie veste. C'est vrai. On a tous les deux Un âge, voilà, déjà certain. un âge raisonnable. Raisonnable, oui. Et on est tous les deux orphelins de père. Exactement. Parce qu'on a parlé dans l'ascenseur. Exactement. Avec 40 ans de différence, Oui, simplement. alors Mais ça c'est change pareil. tout. Je pense que ça change Je pense tout. que ça change rien. Alors, Quand on lit votre livre, on... commençons ce débat intéressant. Donc, Bah, moi, j'ai perdu mon père il y a 1 an. Voilà. Vous l'avez perdu il y a 40 ans. 41 ans maintenant, puisque ça fait... Et vous êtes en train de dire que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose de, Mais perdre, si, de mais- perdre son père à l'âge de 13 ans comme vous, et moi à un âge très avancé, à 57 ans. Hmm. Euh, Si, parce qu'en lisant votre livre, j'ai vraiment retrouvé les mêmes sensations que j'avais à 13 ans, à 23, à 33, à 43. ouais. Après, ce que je peux vous annoncer, c'est que vous n'allez jamais vous en remettre. Mais ça m'est égal. Je, Voilà, je oui. pense que, enfin, ça m'est égal. C'est normal de perdre ses parents, c'est normal de perdre des proches, c'est normal de mourir d'ailleurs soi-même. Et la littérature, elle nous aide à transformer le chagrin en beauté. Donc j'espère que ce livre, merci beaucoup d'avoir dit du bien du livre, j'espère que ce livre n'est pas triste. C'est un livre, Ah non! c'est un bilan, le bilan d'une existence avec des choses positives, des choses difficiles, douloureuses. Mais c'est une génération d'hommes, quoi, que je décris. C'est une époque. C'est des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et qui ont dû essayer de s'en remettre après. Mais il m'arrive souvent de savoir si un livre va me plaire après la première phrase. Le vôtre, ce fut dès la dédicace. À mon père, virgule, trop tard. Tout est là. Oui, parce que j'ai réellement eu le sentiment de faire sa connaissance après sa mort. C'est-à-dire que c'était un homme très secret, très pudique, très absent aussi. On se parlait énormément. En fait, il parlait beaucoup lui, et puis on devait l'écouter. Mais, mais réellement, la mort m'a poussé à une enquête et à essayer de vraiment rencontrer cet homme qui était très seul et qui était très mystérieux. Et j'ai découvert énormément de choses sur lui. Une double identité, une double nationalité. Moi, je pensais que j'avais un père français qui s'appelait Jean-Michel Beigbeder. Mhm. Et en fait, c'était un Américain qui s'appelait William Harben Carthew. Intéressant comme découverte. Et c'est pour ça que j'ai voulu, en fait, transformer ce qui est banal, c'est-à-dire le deuil, en un roman. Et puis, je dirais même que c'est un roman d'aventure, en fait, parce que moi, en lisant, on est parti aux États-Unis, on est parti Ah oui, il fait en le tour du Asie, monde. voilà, enfin, il y a plein de choses. D'ailleurs, vous dites, à présent qu'il n'était plus là, nous pouvions faire connaissance. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup faire cette manière que vous avez de dire, voilà, maintenant les choses sont figées, maintenant mon père est mort, les choses sont figées, voilà. Oui, Donc je peux prendre partie par partie. exactement. Et nous allons faire dans cet entretien qui nous rassemble aujourd'hui, ben, raconter l'histoire de votre père. Et ça commence par cette phrase qui m'a beaucoup touché. Bon, de toute façon, tout m'a touché. J'espère pas pleurer trop pendant cet entretien, parce qu'on m'a fait beaucoup pleurer d'émotions littéraires déjà, parce qu'il y a quelques moments extraordinaire de grâce littéraire, et aussi parce que toute personne qui a perdu un être cher peut se retrouver dans votre livre. Vous écrivez: La France venait d'être libérée quand mon père fut enfermé. Donc Oui, il est dans un pensionnat de Sorèze. Et là, oui. que se passe-t-il? Là, c'est ce que, Ah, au tout début du livre, vous racontez, c'est cette oui, enfance maltraitée. c'est très très bizarre la manière dont nos grands-parents ont traité nos parents, souvent. Alors, c'est pas toujours le cas, mais dans le milieu qui était le sien, un milieu très bourgeois, dans le sud-ouest de la France, les parents mettaient leurs enfants dès l'âge de 8 ans dans des prisons.
et il y a pas d'autre mot. J'ai visité l'abbaye école de Sorèze qui est devenue un musée. Il y a des cellules, fermées avec des barreaux aux fenêtres. Il y a un endroit qui s'appelle le séquestre, qui était un cachot pour des enfants, où on les mettait 24-48 heures dans le froid avec voilà, juste un tabouret en métal. Il y avait des châtiments corporels, tous les élèves avaient des uniformes, réveil à 5 heures du matin. Enfin, c'est très étrange parce que quand on n'a pas commis de crime et qu'on est un petit garçon, pourquoi vous demandez tout le temps, je pense, tous les jours, pourquoi vos parents vous ont abandonné dans un endroit, aussi strict? Et c'est mes parents qui avaient sauvé des gamins juifs pendant la guerre, vous découvrez Oui, ça. bien sûr, Donc bien, ils sauvent des gamins juifs oui, de la douleur, sûrement de la mort, oui, et ils envoient, leur fils, parce c'est que le grand frère de votre père, lui aussi est envoyé, votre oui, père oui, Jean-Michel, oui, c'est oui, Gérald, hein, le père, oui, le grand frère. les 2 sont en Ils sont pensionnat envoyés très dans un truc qui est absolument horrible, tenu par des prêtres, des dominicains, hein, c'est ça, hein? Enfin des oui, moines oui, oui, dominicains, et donc et aussi des militaires. C'est un peu les 2. C'était à la fois une académie militaire et un monastère, enfin, oui, tenu par des dominicains. Bon, je ne comprends pas ce paradoxe. Nous, ma génération, on fait des enfants, on s'en occupe et on est heureux de vivre avec eux et de les emmener à l'école tous les matins. Mais ça n'existait pas avant nous et aucune génération précédente ne l'a fait. Les parents se débarrassaient de leurs enfants il y a 2 générations. Mes parents, ma mère s'est beaucoup occupée de ses 2 fils, mais mon père, après leur divorce, était pas là. Il faisait des affaires dans le monde entier. Bon, lui non plus ne s'est pas occupé de ses enfants, de même qu'on s'était pas occupé de lui. J'en déduis que je suis le premier. oui, On parce que improvise, on se débrouille, mais on s'occupe de ouais. nos enfants, voilà, c'est nouveau. D'ailleurs, vous emmenez vos enfants à Sorèze, Oui, et il y a le oui, petit, Léonard qui a oui, 5 ans à ce moment-là, qui prend froid, et là, il vous dit, c'est extraordinaire: «J'ai le mal de Sorèze», dont oui. vous écrivez dans votre roman: «La tristesse saute les générations». Je pense qu'on transmet les traumatismes et c'est vraiment, alors là, aujourd'hui, un lieu commun de dire ça. Je D'ailleurs, pense vous parlez de l'ADN de la Shoah, oui, bien sûr, je pense pour que les ça, enfants, il y a des enfants des des survivants de scientifiques la qui ont étudié, des survivants de la Shoah, et ils ont repéré un code génétique de cette tragédie qui est transmis aux générations suivantes. Même quand on ne parle pas de sa douleur, elle est transmise aux générations suivantes. Ça, c'est, quelque chose de crucial. Mon père ne nous a jamais raconté Sorèze. Il ne nous a jamais parlé. C'était voilà, c'était, sans doute son traumatisme initial, originel. parce qu'on ne peut pas comprendre votre père, et c'est ce qu'on comprend justement en vous lisant, sans appréhender cette période. Cette période Oui, fait votre père. bah, la guerre déjà, ils ont quand même eu froid, faim, très peur. Ils ont abrité ces juifs, mais au péril de leur vie. D'ailleurs, les grands-parents n'en parlaient pas à mon père, hein, c'était Mmh. complètement confidentiel. Et ensuite, la France est libérée, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de lui et on le met dans un endroit, où dont il ne sortira que 2 fois par an, hein, juste à Noël et pour les grandes vacances, c'est tout. Heu, j'ai lu les courriers qu'il écrit à 8 ans à sa mère, c'est déchirant, déchirant, des petites lettres, Il y a des petits oui, extraits d'ailleurs dans le oui, j'ai mis un ouais, passage, mais il y en a beaucoup d'autres. Heu, comment une mère peut recevoir des lettres pareilles et ne pas prendre la voiture et et aller ne pas chercher tout de suite. Ouais, immédiatement aller le ouais, chercher? ouais. C'est très curieux. Mmh. Mais c'est ce qui se faisait dans ces milieux-là et je pense que oui, heu, on juge beaucoup les boomers en ce moment et à juste titre, puisqu'ils nous ont légué une planète pourrie, hein? Mmh. Donc Et parce qu'ils ont des grosses pensions de retraite et tout ça, ils veulent oui, pas bon, voilà, on a partager. Voilà, oui, l'impression oui, oui. que Ça c'est m'énerve une un peu, cette c'est attaque contre des gens qui ils n'étaient pas aux 35 heures, et puis la journée de travail de 4 jours, là, c'était la semaine de 4 bon, jours, non, c'était mais pas bien leur, sûr, mais oui. leur truc, hein. Vous allez voir que je suis d'accord avec vous Voilà. puisque je vais vous expliquer que je les défends aussi, mais bon, la génération des boomers, heu donne l'impression aux jeunes qu'ils se sont éclatés, qu'ils se sont libérés de tous les carcans, qu'ils ont fait que consommer, qu'ils couraient après l'argent, le sexe et c'est tout, et pensant pas à l'avenir et qu'ils ont bien pollué l'environnement. Bon, ça c'est la vision des woke un peu. La réalité, c'est que les boomers, ils ont vécu tellement de douleurs entre 39 et 45 et après, parce que la France était exsangue, Mmh. parce qu'il fallait tout reconstruire, qu'ils se sont dit: «Non, nous, on veut vraiment se libérer, on veut consommer, on veut du confort». Mon père, il avait toujours froid, il avait toujours faim, il Et ça, mangeait c'est tout le hyper temps. important dans le livre. On le sent, on sent parce que vous avez une
telle plume que on ressent le froid et la faim de votre père quand Non, vous mais le c'est quand vous la décrivez donc avec les mots. faut essayer non pas de juger, cette génération qui nous précède, mais de les comprendre et ça nous aidera même à déconstruire l'homme, même à se débarrasser peut-être de ce qui est toxique dans notre, masculinité. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert, à la discussion et simplement, on ne peut pas faire l'économie de cette enquête sur la génération d'avant. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette? Alors pourquoi pensez-vous justement, parce on est complètement là-dedans, pourquoi pensez-vous avoir été injuste avec votre père dans vos précédents livres? J'ai écrit un roman français en 2009 qui était un récit familial aussi, où je le décrivais comme, un playboy, qui, assez égoïste, qui, ne s'est pas occupé de ses enfants et qui a quitté ma mère, quand j'avais 7 ans. C'était pas tout à fait la réalité. En fait, c'est elle qui est partie, avec, un de ses meilleurs amis. Bon bref, toutes les histoires de famille regorgent de secrets et on les découvre très progressivement, très longuement et en travaillant beaucoup sur soi aussi. Mais oui, j'étais injuste parce que j'avais cette espèce de vision caricaturale, du type, qui, il était un homme d'affaires, il faisait le tour du monde 4 fois par an, il draguait toutes les femmes, les plus belles, il a eu beaucoup de succès avec les femmes et vu par un petit garçon, on a l'impression que, ben, qu'il s'en fout un peu de sa famille et donc j'ai souffert de ça, je le lui ai reproché, on s'en est très peu parlé et oui, peut-être que je me sens coupable d'avoir été injuste avec lui et que j'essaie De vous de rattraper? mieux le oui, Oui, de le pardonner dans ce oui, livre. c'est Heu, le cas, c'est le si cas. s'il était si J'aime seul bien aussi, moi j'aime bien l'homme que j'ai lu que j'ai découvert à travers votre livre. Je l'aime mais bien, oui, je pense que il est un peu fascinant aussi quand même. ce sont des hommes très fascinants, très Ouais, ouais, complexes, ouais. qui, à la fois, ont fait voler en éclats beaucoup de structures, la famille, la religion, des choses qui enfermaient, les générations depuis des siècles. Ils les ont foutus par terre, ils n'ont pas mis grand-chose à la place, à part le plaisir et Et le fric? oui et le sexe. Mmh. Mais ils ont eu du courage et ils ont improvisé et comme nous aussi, nous improvisons. Vous écrivez: «Je n'ai jamais réussi à voir en mon père autre chose qu'un petit garçon qui fait semblant d'être grand». Très, très joli. Mais finalement, n'est-ce pas notre caractéristique commune à nous les hommes? Oui, je crois, tout à fait. Je pense enfin, Contrairement aux femmes, hein, je sais qui pas sont si déjà on des femmes quand elles sont petites, je ah! pense. Je pense que les hommes les hommes restent des petits garçons qui veulent, voilà, qui se montrent, qui sont des petits coqs quand même. Bah, oui, on est beaucoup plus ridicule que les femmes, ça Mmh, c'est mmh. certain et ce que je constate, c'est que mon père était suffisamment intelligent et avait suffisamment d'autodérision pour, assumer les aspects, grotesques, du monde des affaires, par exemple et il se moquait beaucoup de Mmh. lui-même et ça, je tiens de lui la même chose, Ouais. c'est-à-dire que moi, je passe mon temps dans tous mes livres à me critiquer Ah oui, moi-même. et là, il y a beaucoup, beaucoup de Alors là, en moments fait, c'est d'autodérision et d'humour, hein. oui, j'ai continué le travail de sape, Mmh. mais cette fois sur, sur la génération d'avant, quoi. Alors, et toujours sur le récit dans le récit de l'enfance de votre père, il y a ensuite le collège privé à Fribourg en Suisse et là ça marque, moi qui ai vécu tellement longtemps en Espagne, parce qu'il était en pension avec un futur roi. Ah oui, le Juan Carlos Os. était dans sa classe. Ouais, il envoie une carte postale à ses parents dans laquelle il écrit, donc votre père, hein, Mmh. Jean-Michel Becbédé: «On l'a surnommé Juanito, mais ce n'est plus mon ami depuis qu'il m'a volé mes crayons de couleur». C'est Juan Carlos I, roi d'Espagne, aujourd'hui roi émérite, hein, il a abdiqué, a piqué Des crayons de les crayons de couleur couleur à à mon votre père, père. oui. Eh. Et oui, il était, ils étaient camarades de classe. Il n'était à l'époque pas encore roi, hein, Non, attention, hein. et d'ailleurs, c'était encore le franquisme et il était en Oui, exil. C'est-à-dire que oui, la famille, de Juan Carlos, oui, donc ce père dont Juan et ses frères et sœurs, étaient en exil à Estoril, au voilà. Portugal et lui, il était dans une pension Dans une donc pension, la Villa Saint-Jean à Fribourg c'est bon, ouais. et oui, là encore, on aurait pu penser qu'après le premier pensionnat, ils allaient le reprendre mon père, ses parents. Ben non, il l'exile encore plus loin en Suisse. C'est très bizarre. C'est pour moi la chose la plus révolutionnaire qu'on ait fait, ma génération, c'est vraiment de s'occuper de ses enfants, Au quotidien. soi-même, oui, ne pas déléguer ça à des moines ou à des curés ou à des soldats. Alors, est-ce que votre père avait gardé des contacts avec Juanito, quand il est devenu roi et tout ça? Je crois pas. Pas, non, Non, il n'y a non, je pas eu crois de pas.
Non, non. Alors, je vois que vous intéressez beaucoup à la famille royale. Oui, mais je l'ai rencontré, je Ah connais oui. oui, j'ai rencontré, bien sûr, Juan Mais Carlos, je l'ai rencontré, son fils, je l'ai rencontré, Felipe Felipe. est très populaire maintenant en Espagne. Oui, 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 c'est bien, Felipe. Vous savez que ce sont des Français, ce sont des Bourbons. Ils sont bien directement sûr. descendants de Louis XIV, hein. Mais moi, je suis favorable au retour de la royauté en France. C'est d'ailleurs un Bourbon espagnol, c'est Louis XX. Oui, je pense que Oui, ce serait une bonne exactement. solution. Parce qu'il y aurait du Ça coup. ça c'est vous, Ah je ben veux moi, dire, c'est moi, vous mais n'engagez pas, non, 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 mais l'édito de cette émission. écoutez, regardez le bordel que c'est, le bordel politique que c'est en France. Mmh. S'il y avait un roi qui incarnait la permanence et bien sûr sans pouvoir, du tout, hein, qui serait comme le roi d'Angleterre, qui serait juste là pour incarner, symboliser la France et puis pour le reste, on donnerait à quelques gestionnaires, le soin de s'occuper de l'économie et du pays, du reste du gouverner, quoi. Donc vous êtes favorable à une monarchie constitutionnelle en Oui, France? moi je crois que ça serait, Mmh. honnêtement, là maintenant, on élit notre roi et ça se passe très mal à chaque fois. Parce que depuis Mitterrand ou peut-être même depuis Sarkozy, il n'y a plus de vrai grand président de la République, c'est ça, vous pensez? Je Avec pense cette que figure non, tutélaire, c'est parce qu'on mélange la politique politicienne quotidienne et la symbolique, mmh. de la grandeur de la nation. Vous voyez? On devrait pas mélanger les 2. C'est-à-dire que le chef de l'État ne devrait pas se salir les mains au quotidien? Je crois, oui. D'accord. Je crois qu'il faut quelqu'un qui soit là pour incarner. Par exemple, si on a reconstruit Notre-Dame, alors là, il y a le roi de France qui va, vous voyez? Mais, si c'est pour décider de réformer les retraites, c'est François Bayrou qui s'en occupe, vous voyez? D'accord. Le roi puis le prince, non alors? Le roi et puis son intendant, voilà. D'accord, voilà. Vous dites qu'on ne meurt plus discrètement parce qu'il y a les archives de l'iPhone, des ordinateurs et cetera et là, vous fouillez dans tout ça et dans les il n'y a pas une certaine gêne quand même après la mort de votre père à être allé mettre votre nez là-dedans? Si, bien sûr. Ouais. Heu, D'ailleurs, moi, j'efface tous mes historiques. Au cas où? Au cas où j'ai un problème de santé et que mes enfants n'aillent pas voir. Non, il y a une indiscrétion qui était indispensable pour ma survie personnelle. J'étais fragilisé par ce décès. J'étais curieux vraiment de savoir, qui était mon père et j'avais entre les mains toutes ces archives et à partir du moment où j'ai trouvé 3 passeports, Ah oui. américains avec une autre identité, j'ai Mmh. eu envie d'en savoir un peu Vous plus. reproduisez d'ailleurs les fac-similés de ces passeports et c'est Oui, parce dans le que roman, donc c'est intéressant. ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même s'était construit une fiction. Mmh. Il avait lui-même souhaité devenir personnage d'un roman Et bah, vous et l'avez qu'il fait fallait parce que donc que c'est moi un vrai roman, hein, j'étais obligé de m'en charger. bien sûr. Alors vous avez aussi lu les lettres d'amour de votre, mère à votre Ouais, père, votre père à votre mère, c'est très oui, touchant ça. c'est étonnant. Alors je Mmh. ne pensais pas qu'il aurait gardé toutes les lettres de ma mère. Il Alors les qu'elle avait était partie, gardées, elle. alors que ça faisait 50 ans qu'ils étaient divorcés et ils ont oui, il avait et c'était des lettres très belles, très romantiques. Là, pour le coup, je n'ai rien reproduit dans le Non. livre. Ça ne C regarde personne d'autre voilà, que oui, que ni ouais, même voilà, moi, oui. ni même moi, Mais c'était sûrement mais très beau. Est-ce qu'on sentait une plume, d'écrivain dans ah sa oui, vérité? oui, C'était il une était jolie passionné de phrase. littérature, Ouais. il lisait énormément, pas de littérature, contemporaine, mais beaucoup les classiques. Il était aussi philosophe, et il écrivait très bien. Ma mère aussi d'ailleurs. La qualité d'écriture de l'époque est bien supérieure aux SMS Ah d'aujourd'hui, oui, hein. ça c'est clair. Écoutez, cher Frédéric, je vous propose un petit moment de lecture. Alors, comme à chaque épisode, j'ai choisi pour l'invité un extrait de son roman. Pouvez-vous nous lire, s'il vous plaît, Frédéric Becbédé, la page 161? Il ne savait pas aimer, mais il aimait quand même, sans démonstration, en cachette. L'amour est un gouffre qui fait trop peur quand on en a manqué au départ. On peut être un grand gestionnaire et ne pas savoir gérer cette peine. Mon père avait l'amour honteux, clandestin. Il a aimé ses fils de loin, sans l'exprimer, pour ne pas peser sur eux. Il leur a tout donné, ses rêves de business et de littérature, sa culture, sa mélancolie. S'il a été fier d'eux, ils ne l'ont su que par ricochet, accident ou gaffe, à titre posthume et indirectement. S'il a été fier d'eux, ils ne l'ont su que par ricochet, accident ou gaffe, à titre posthume ou indirectement. Moi, souvent, je me demande si mon père serait fier de moi, notamment de recevoir dans ce podcast que je présente un écrivain de votre carrure. Mais finalement, pour faire écho à ce qu'on se disait au tout début,
un homme, ça reste un petit garçon qui recherche toute sa vie la fierté de son papa. Il y a Et les au co 2. J'ai l'impression, surtout quand on perd, son père, immédiatement, beaucoup de souvenirs arrivent et on redevient le petit garçon, ça c'est sûr. On pense à des souvenirs, très anciens. Mais au même moment, le fait de perdre son père rend adulte. Je pense que vous avez été adulte à 13 ans. mmh, Moi, j'ai mis 40 ans de plus à devenir adulte et de ce point de vue-là, je vous envie parce que moi, je me suis comporté comme un ado attardé, jusqu'à quasiment avoir 60 balais et c'est très fatigant, je vous jure. C'est mieux d'être débarrassé et d'être obligé de devenir quelqu'un, d'adulte comment dire? Sujet et non pas objet, d'une influence écrasante, mais voilà. vous savez ce que chantait Jacques Brel? «Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte». Non, bien sûr, Ouais, mais on est heureusement qu'on ne le sera jamais, heureusement ouais. qu'on ne le sera jamais, ouais. Revenons à l'histoire passionnante parce que ça aussi, c'est un hommage à votre père, mais c'est aussi le récit d'une vie, folle. Donc 1956, ça marque une date essentielle dans la vie de votre papa puisqu'il traverse l'Atlantique. Il faut expliquer que sa mère, donc votre grand-mère, a de la Ca famille aux États-Unis Oui, oui. et même descendait donc vous descendez Fred Becbédé d'un des pères fondateurs des États-Unis. Oui, John Adams, le deuxième président des États-Unis, qui a eu un fils qui était également président, John Quincy Adams, qui était le sixième président, et ce sont des ancêtres du côté de ma grand-mère paternelle. Elle s'appelait Grace Carthew Hurston et bon, voilà, je donne la généalogie, mais c'est pas passionnant. Ah Mais je suis bah, assez fier de c'est faire bah, quand partie de même. la famille Adams, effectivement, oui. Fait bien. Vous avez un passeport américain d'ailleurs, non? Non, Non? non, non, je pense que je pourrais, Ouais. le demander, mais les impôts sont très élevés aux États-Unis, hein, donc ça, on n'y Oui, et gagne puis rien. surtout, ils vous reprennent partout où vous êtes, Oui. donc oui, bon, évidemment. Votre père bénéficie du réseau du Rotary, c'est le club social international, et Ouais. cetera. Est-ce qui va lui ouvrir le monde quand même? Oui, alors il a été donc étudiant à Harvard Business School dans les années 50, puis très vite embauché dans un grand cabinet de chasseurs de tête américain. Il a ensuite importé ce métier en France, ça n'existait pas, il y avait personne Alors ça, je ne faisait savais ça. pas, que Ouais, votre père a été le premier chasseur de tête en ouais. France. Oui. Auparavant, les grandes entreprises recrutaient leurs présidents parmi des amis ou des camarades de grandes De grandes écoles, écoles. ouais, bien sûr, ouais. Mais, il y avait pas c'était pas une science et c'est mon père qui a, en ouvrant, Spencer Stuart à Paris, Donc le nom de cette société? voilà, a été voir tous les grands patrons français et pendant 50 ans les a conseillés sur qui il fallait nommer à leur tête, à la tête de leurs grandes, entreprises. C'est un métier très bizarre parce qu'il faut espionner, il faut se renseigner et il faut débaucher, et le mot espionnage et débauchage, c'est peut-être les 2 mots qui définissent bien mon père. Il a placé tout le CAC 40, disait-on de votre père, sur la Oui. place de Paris. Oui, il y a même Les Échos qui avaient titré «Le pape des chasseurs de tête», Donc le heu journal Les Échos, ouais. et en fait, très souvent quand mon nom est devenu un peu connu, je croisais des gens qui me disaient: «Ah, j'ai été chassé par votre père. Votre père, je le connais bien, il m'a proposé tel job». Je l'ai accepté. Et oui ou Ouais, ou pas, pas, ouais. et oui, il était en fait, très respecté dans le monde des affaires. Mais tout ça était entièrement secret. Donc là, j'ai Mais enfreint la loi. vous saviez ce que faisait votre papa quand même ou pas vraiment? Oui, je savais, mais il nous parlait pas dans les détails, il ne citait pas les marques et les noms. Alors je me suis empressé de désobéir et de tout mettre Oui. dans le livre. Alors il y a plein de noms hyper connus parce que alors vous racontez que votre père, c'était un peu sa gloire, il avait les numéros personnels des gens les plus importants de Bien France, quoi. sûr, oui, oui, mais il rendait visite à tous les grands patrons, quand, par exemple, je crois François Michelin a perdu son fils dans un accident de bateau, il est venu lui rendre visite pour, heu, pour parler, il a également nommé un monsieur qui s'appelle Christian Streff, Mmh. heu, il l'a nommé à la tête de Peugeot PSA, énorme entreprise et c'est lui qui a fait un AVC un an après, qui a écrit un livre, Un homme pressé sur son AVC et donc voilà, c'est un peu la faute à papa si Mmh. si cet homme-là a eu, des problèmes de santé. Non, il y a beaucoup d'anecdotes dans le livre dont j'ignore si j'ai le droit de les raconter. Mais vous les racontez donc c'est ça qui est Mais génial. mais mais en même temps, je me dis: «C'est Oui, c'est oui. c'est c'est bon, il y a prescription» et en même Puis temps, votre père n'est plus là, donc c'est un il vous monde. autorise, la mort autorise des choses, Fred, Non, je sais non? pas, non, pas Non? forcément, mais en revanche,
Je trouvais ça triste de pas raconter parce il avait quand même une curiosité. Il a changé la vie de beaucoup de gens en allant chercher quelqu'un qui est, peut-être pas, à la tête de l'entreprise et qui est quelqu'un d'excellent. En le plaçant à un poste bien plus important, il a modifié des vies, des trajectoires Et et ça c'est des c'est beau. trajectoires d'entreprise aussi, Oui, oui. donc il y a un chapitre absolument passionnant dans votre livre sur le métier de chasseur de tête. Alors ce chapitre a pour titre «Quelques principes becbédiens sur la chasse au chef». Le premier principe, j'adore: «Ceux qui veulent bouger ne sont pas les bons». Racontez-nous un peu. Non, parce que c'est un métier où on reçoit des appels. Quand on est chasseur de tête, on reçoit Mmh, beaucoup d'appels et on reçoit des curriculum vitae toute la journée. mmh. Et en fait, mon père trouvait que les meilleurs, c'était pas forcément ceux qui, passent leur journée à chercher un travail, ou à chercher à être débauchés. Les meilleurs, il faut les repérer en se renseignant autrement. Et c'est là où conseiller en recrutement de dirigeants, c'est un travail d'espion. Et c'est pour ça que je soupçonne que peut-être il a pu, peut-être, être vraiment espion. Ah bah oui, parce que le débauchage était illégal à l'époque Mmh. et donc le ministre de l'Intérieur, un certain Raymond Marcellin, en Oui. 1968, convoque quasiment Oui, vraiment oui, votre oui, père et oui. lui dit: «On sait que vous êtes de la CIA». Oui et je ne sais pas moi s'il n'était pas de la CIA. Je ne peux pas prouver ça, mais Vous avez des petits doutes quand même? j'ai quand même appelé des amis, Mmh. qui sont à la DGSE et qui m'ont donné des contacts à la CIA. J'ai appelé et sans me le dire, comment dire? Officiellement, ils m'ont laissé entendre que les passeports de mon père étaient un indice, Il n'était pas passé par le la préfecture pour les avoir quoi, en gros, hein. En gros, voilà, ça faisait partie des mais en fait, vous écrivez que votre père n'avait pas de licence license to kill, n'avait pas de licence Non, pour tuer, mais qu'il a pu donner des renseignements à la CIA dans le contexte de la guerre froide. Donc, bien il sûr, n'a pas trahi la France. Non, faut c'est il a aidé le camp occidental, on va Il faut dire. bien comprendre ce que Mmh, c'était que la guerre froide. Des années mmh. 50 à 80, il y avait des espions partout. Dans tout l'Occident, il y avait des espions du KGB et il y a beaucoup d'enquêtes en ce moment d'ailleurs qui révèlent, le nombre d'espions russes qu'il y avait à Paris, y compris dans les hautes sphères du pouvoir Et du de des en journalisme et des entreprises, oui et des médias, et des bien médias, sûr. bien sûr. Et s'il y avait des espions du KGB, ça veut dire qu'il y en avait autant de la CIA. Oui. C'était une guerre d'espionnage. C'était une guerre entre 2 idéologies et qui a duré, 40 ans. Et qui dure encore d'ailleurs. Et donc vous avez de force une vraie conviction que votre papa a été un agent de renseignement américain, Il à un était moment? il était à la tête d'un grand cabinet, du plus grand cabinet de chasseurs de tête pendant 20 Qui ans. était américain en plus, Il a le il a cabinet. ouvert Mmh. 25 bureaux dans le monde entier et si vous regardez la liste des endroits où il a ouvert, c'est tous les endroits de ce qu'on appelle le containment, c'est-à-dire à l'époque, l'Amérique essayait de contenir l'expansion du communisme. Donc en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, et voilà et donc il est pas impossible qu'il ait été, soutenu par le gouvernement américain et en échange, d'éventuellement être un officier Mmh traitant. mh. Voilà. William Harben, c'était aussi le nom d'un de vos ancêtres, américains, écrivain de la fin du 19e, début 20e, Oui. et votre père dit dans le groupe WhatsApp familial que vous êtes la réincarnation. Oui, ce qui est très bizarre, c'est que Il vous l'avait pas dit mon directement en père plus? était très malade. Mmh. Il lui restait plus que quelques mois à vivre et tout d'un coup, il me parle de ce William Arbeen. Il me dit: «Tu sais que tu n'es pas le premier écrivain dans la famille. Il y a aussi William, qui, il y a 4 générations, a eu beaucoup de succès aux États-Unis et tout» et William Arbeen était un, sudiste, donc du côté, des Esclavage, pro-esclavage. ouais. Mais dans ses livres, il a beaucoup trahi et beaucoup, il était en fait abolitionniste. C'était donc un esclavagiste qui trahissait pour l'abolition de l'esclavage et il voyait un lien avec moi en disant: «Bah, toi, tu aimes bien critiquer le capitalisme, la publicité, donc ton père et tu es finalement une réincarnation de ce William Arbénet». Puis ensuite, il meurt et ensuite, qu'est-ce que je trouve? Des passeports avec sa photo et ce nom-là. Ça veut dire que c'était son nom d'emprunt dans sa double identité américaine. Je propose une petite respiration musicale. Je vous ai demandé, Frédéric, de sélectionner une chanson. Alors, quel morceau avez-vous choisi et pourquoi? J'ai sûrement répondu à votre demande, mais sans me souvenir. Everything I Own. Ah! Oh là là, Everything Mais I c'est dans Own. votre livre d'ailleurs. Oui, Everything I Own du groupe Bread. Eh bien, c'est une chanson que j'écoutais, quand j'étais en Amérique avec mon père et mon frère. On l'écoutait dans la bagnole
et moi, je croyais que c'était une chanson d'amour d'un type qui vient de se faire larguer, par sa copine et qui dit: «Je donnerai tout ce que je possède pour te revoir, une seule seconde». Et puis, j'ai appris, récemment qu'en fait, cette chanson, c'était le chanteur l'a écrite, à la mort de son père. On écoute un petit morceau alors. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love what's up. Everything I Own, tout ce que je possède. Qu'est-ce que vous possédez de plus, Frédéric, après avoir écrit ce livre merveilleux? C'est difficile de parler après avoir entendu cette chanson, pardon. Hem, peut-être que d'être réconcilié, tout simplement. Avec lui? Avec votre père? C'est le livre du pardon? D'avoir rencontré quelqu'un que je regrette de ne pas lui avoir posé davantage de questions et donc j'ai fait ce livre et si jamais la littérature sert à, heu, rencontrer son père, eh bien, c'est un miracle, non? Parce que cette chanson, vous l'écoutiez quand vous étiez avec votre frère et votre père aux États-Unis, quoi. Donc c'est Oui, une mais belle les Madeleine et paroles, elles me tuent à chaque fois, vous inquiétez ouais. pas, je vais m'en remettre, mais Mais non, mais je vous ai c'est dit, on s'en remet jamais. c'est c'est «You gave my life to me, set me free». Voilà, ben, Traduisez pour nous, je pour ceux qui ne parlent pas anglais. tu m'as donné la vie et la liberté et on peut faire des reproches, à nos parents évidemment éternellement et je pense moi, en tant que père de famille, je suis loin d'être parfait. Mais, et sans lui, je serais pas là et puis voilà, donc je lui dois ça. C'est très touchant. Mais ce livre n'est pas triste, hein, pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de moments d'humour et d'autodérision à la Fred Becbédé, quoi. Et ça fait Ah du ça bien parce c'est qu'à chaque fois oui, que je commence à pleurer, et je sais s'il y en a eu des larmes, ouais. pouf, il y avait la petite pirouette Mais vous savez pourquoi? d'écriture. Elle est à cet endroit-là. Elle est à cet endroit-là parce que j'ai pleuré en l'écrivant Ah aussi. voilà. Donc moi, je suis sur ma page, je me dis: «Non, c'est pas possible, là, c'est trop». Il y a quand même des scènes, bien pathétiques Mmh. et donc il faut une connerie après pour survivre. Par exemple, je coïncidais avec le début des emmerdements du patriarcat. La pilule a été légalisée en 1967 en France. Il était -1, j'ai failli ne pas être là. Mon Dieu, que serait devenue la littérature contemporaine? C'est vraiment Mais très bien bon. sûr, quel dommage, quel gâchis. Voilà. C'est très drôle aussi ce que vous racontez, c'est ce voyage, les longues vacances très longues avec votre père, votre frère Charles et vous êtes tous les 3 et vous partez en Asie et là, mais votre père, l'immense séducteur qui vous laisse, tout seul dans la chambre et qui redescend au bar parce qu'il a repéré des gonzesses, quoi. Ah non, mais c'était C'était dingue. mais c'est Enfin, ce qui impressionnant, ouais, c'est ça, je fais tout un chapitre sur la masculinité James Bondienne, mmh, parce que c'était son rêve, je pense, d'être ouais. comme James Jean-Michel Bond. Bond, Il vous était dites même. toujours en costume 3 pièces, il était très, très élégant, il avait la même voiture que James, une Aston Martin DB6, la même montre et évidemment toutes les femmes, parce qu'il était très beau, il avait, quand nous partions en vacances ensemble, 37 ans, il était, super beau, mince, très séduisant et c'était un playboy et en tant que petit garçon, le voir faire, c'était féerique, vraiment, alors évidemment, j'aurais préféré peut-être qu'il s'occupe un peu davantage de nous, mais en même temps, j'étais très admiratif et c'est une période très bizarre,
où les hommes étaient infiniment plus libres qu'aujourd'hui et aussi très toxiques, oui, très, prêts à n'importe quel mensonge pour plaire, ils s'absentaient, ils nous laissaient, nous, des enfants de 10 ans, dans une piscine toute l'après-midi pour, C'est vaquer rigolo. à ses occupations. Sachant que vous veniez nous voir aujourd'hui à RMC, dans ce podcast Délivré RMC, une personne a laissé un message sur le répondeur de la station pour vous. Salut DJ Freddy, ici DJ Fab. Tu te rappelles les célèbres mixeurs de la côte basque? D'ailleurs, on mixe plus beaucoup et les gens nous en veulent. J'ai dû affronter d'ailleurs le regard réprobateur de certaines personnes. Je baisse les yeux. Mais comme tu me le suggérais, ce serait mieux qu'on nous rebaptise maintenant, vu que nos modes de vie ont grandement changé. DJ Salvetta et DJ Brocoli. Alors DJ Salvetta va poser une question à DJ Brocoli. Quel est le chanteur ou le leader d'un groupe que tu aurais aimé être? Voilà, je te laisse réfléchir, DJ Brocoli, je te salue. Et je salue aussi l'ami Freddy Armel. Bonne émission. Ouais. Ciao, ciao. Alors c'est C'est Fabien Antoniente. oui, le célèbre réalisateur de ciné, il se Ouais. présente lui-même comme réalisateur de comédie. Ouais. Il est l'une des personnes qui a porté le cercueil de votre Ouais, père c'est à vrai. l'enterrement à Parce qu'on est Guétari. voisins, Ouais. il a une maison à Bidart, moi je vis à Guétari et on se voit souvent. Et c'est vrai ça nous est arrivé de mixer ensemble Voilà. sur la plage. Et il y a personne qui nous a redemandé de le faire, c'est très bizarre. Mais pourtant, on s'amusait bien. Alors, Quel chanteur ou leader de groupe? chanteur bah, alors, dans une émission là aujourd'hui que je viens de faire, j'ai rencontré Michel Fugain. Je sais que Fabien est Ah un oui. grand fanatique de Ouais. Michel Fugain. Et je pense que la période du Big Bazar, de 1971 à 1976, quand il est le leader du Big Bazar et qui fait tous ses plus grands morceaux avec une troupe de, je sais pas combien ils étaient, 20, 25 personnes en tournée partout, c'était vraiment le rêve des années 70, quoi. Cette liberté. Une utopie un peu à la hippie, Oui, complètement. Oui, oui. beatnik, Il y a mais eu en beaucoup de, France. beaucoup de couleurs. Hein. Ah oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Ça, je l'envie beaucoup, Michel Fugain, pour ça. Bon, DJ Brocoli, vous avez fait un infarctus le mois dernier, juste avant la sortie de ce livre. Faut-il y voir un rapport? Pas assez de brocoli. Ouais. Il faut vraiment que je me concentre sur les légumes. Ça va bien là? Oui, ça Ça va, va. ça va, ça va. Ça, vous avez bonne mine. Vous ne me stressez pas du tout. Bon, ça va. Fini de boire de la vodka Le Filtre, cette vodka bio que vous avez lancée avec votre frère Charles. Non, oui, c'est fini. C'est fini, mais elle est toujours en vente partout. Hein. Mais non, vous ne buvez plus de vodka, mais vous faites un podcast. Conversation chez l'apérose. Oui. Donc Freg BD, on trouve ça sur Je toutes fais les pareil plateformes. que vous. Voilà. J'ai le même prénom, je fais aussi un podcast littéraire. Et donc, Mais vous êtes plus vieux que moi un petit peu. Oui. Puis vous avez un petit peu plus de talent que moi, même beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Non, je pense que, sérieusement, ce concept qui consiste à être en tête-à-tête pendant 40 minutes ou 1 heure et à avoir le temps de se parler, ça manquait. Ça manquait sérieusement. Moi, en tant qu'auteur, je regrette de ne pas avoir plus de lieux où je puisse justement Avoir le temps. parler non seulement de mon dernier livre, mais peut-être parler aussi des autres. Et puis c'est délicat d'être sur des plateaux avec d'autres invités quand on parle de choses aussi personnelles que par exemple, ce livre-là. Et il faut créer il faut montrer à la fois un certain émerveillement devant la chose écrite et puis aussi oser poser les questions, ce que vous faites très bien. Et je ressens beaucoup de plaisir à recevoir des auteurs qui sont des confrères ou des consoeurs et à dialoguer avec eux. Donc ça s'appelle Conversation chez l'apérose, Oui, animé par Freg sur BD. toutes les plateformes, Voilà. Spotify, YouTube. Donc juste après avoir écouté ce podcast, Vous pouvez aller vous écouter le écoutez. mien, vous comparez, puis vous nous écrivez des commentaires Voilà. désagréables ensuite. et inversement aussi, hein, des gens qui écoutent l'apérose peuvent écouter Peuvent venir, des je vous les livres enverrai. RMC. C'est le moment du questionnaire de Fred. Alors ce sont des questions courtes, des réponses courtes. Où écrivez-vous? Très bonne question. Je me suis fait construire une petite cabane dans mon jardin où je m'enferme et j'écris là. Ouais. Quand écrivez-vous? Alors, autrefois, il n'y avait pas d'horaire, mais et comme j'ai 2 enfants en bas âge et que je m'en occupe, c'est pendant qu'ils sont à l'école. Avez-vous des superstitions au moment de l'écriture? Non, Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez? non. Quel livre vous a-t-il le plus marqué quand vous étiez enfant?
Ça change souvent. Ça dépend à quel âge. La lecture de Woman de Charles Bukowski m'a ouvert des perspectives. Bukowski, tiens. Finalement, la vodka, on n'est jamais très très loin. Voilà. Quel est le livre le plus important de votre vie? Je pense que c'est L'Attrape-cœur. L'Attrape-cœur de J.D. Salinger, c'est parce que peut-être j'ai des origines américaines. Et cet adolescent qui fugue pendant 3 jours et 3 nuits dans New York, en se raccrochant comme il le peut à la réalité, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup ému. Êtes-vous un adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps? Je fais un métier qui est critique littéraire où je dois quand même lire beaucoup de livres en même temps, oui. Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant? Ah oui, c'est une question difficile ça. Il faut que ce soit accessible sans être quand même Gnangnan. nul, oui. C'est compliqué. Je dirais peut-être les contes fantastiques de Guy de Maupassant, parce que ça fait peur, parce que vous voyez, c'est simple et c'est pas trop long. L'un de mes premiers invités, un certain Nicolas Sarkozy, à cette même question a répondu Maupassant. Ah ben, Ben voilà. je suis content. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier? Prendre des romans courts. Bonjour Tristesse, Gatsby le Magnifique, L'écume des jours. Il faut commencer par des livres qui ne font pas peur. Qui ne font pas peur au sens qui ne sont pas intimidants. Si vous donnez à un ado La Montagne magique de Thomas Mann, il Oui. va jamais aimer la littérature. C'est le moment de la recommandation. J'accueille Carla Fernandez, éditrice de RMC et jurée du prix des lectrices du magazine Elle. Bonjour Carla. Bonjour Fred. Alors pour votre coup de cœur, quel roman nous recommandez-vous? Aujourd'hui, alors j'ai choisi un roman un peu particulier et avant de vous en parler, je vais vous faire une confession. J'ai lu mon premier Marc Lévy il y a à peine 3 semaines. Il s'agissait de La Symphonie des monstres et quoi de mieux ensuite que de lire ce livre, Marc de Benjamin Stock d'ailleurs qui a été, je crois, salué par votre invité du jour Fred, qui a obtenu le prix de Fort et qui est paru aux éditions Fromentin. Il est complètement barré ce livre, il faut quand même le dire. Oui. Mais il m'a fait beaucoup de bien à la lecture. On y passe par toutes les émotions, par toutes les surprises. Au début, je l'ai juste trouvé drôle et amusant. Et en fait, il est bien plus que ça. Jusqu'à la fin, il se passe des choses. Jusqu'à la fin, il nous tient en haleine. En fait, Benjamin Stock, vous n'allez pas le croire quand je vais vous le dire, mais il nous propose une lecture mystique de l'œuvre de Marc Lévy. Carrément. Il y aurait un cercle secret de Léviciens, comme il s'appelle, qui se retrouvent derrière des portes closes pour assouvir leur goût du populaire et œuvrer en secret à un monde nouveau, voire même une révolution. Notre personnage principal, c'est David. Il est directeur général d'une entreprise. J'ai pas trop bien compris ce qu'elle faisait encore. Oui, lui non plus, c'est pas très bien à quoi le faire. Ouais. Il représente toute notre époque. Il accumule toutes les crises existentielles possibles et sa dernière lubie, c'est d'écrire une thèse sur Sartre. Finalement, sur son chemin, il rencontre Marc Lévy et il se lance dans toute l'œuvre de Marc Lévy parce que j'ai quand même cherché. Marc Lévy, c'est 25 romans parus depuis l'an 2000 quand même. Et maintenant, je dois vous l'admettre, en fait, j'ai juste envie de reprendre La Symphonie des monstres et d'y chercher cette chose que je n'ai pas vue à la lecture. Quoique, il semblerait que les Léviciens nous recommandent de prendre l'œuvre de Marc Lévy depuis son début, et si c'était vrai. Donc je vous le redis, le roman, il est barré, il est piquant, il est souvent drôle, il est loufoque. Et je me demande comment Benjamin Stock a eu cette brillante idée. J'aimerais lui poser la question et sûrement qu'à la fin de ce livre, vous vous poserez aussi la question. Donc, je vous recommande Marc de Benjamin Stock à rue Fromentin. Et donc, il y a eu le prix Flore. Merci beaucoup Carla. C'est déjà la fin du 11e épisode de votre podcast des livres RMC. Merci de tout cœur Frédéric Becbédé pour votre visite. Merci pour votre livre, Un homme seul, qui vient tout juste de paraître chez Grasset. Et merci pour cette phrase. J'aimerais avoir un père précis à regretter, mais comment être nostalgique d'une absence? Tellement... Chacun son tour, il va chialer. C'est tellement beau et tellement vrai.
On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit. Alors voilà. Alors là, pour ceux qui écoutent, Frédéric Bébédé est en train de me faire un câlin. Voilà. Ça restera une des grandes images de ce. Tu peux le refaire pour la photo parce qu'il n'était pas prêt le photographe. Voilà, on va refaire pour la photo le câlin. Voilà. On se retrouve à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC. Et n'hésitez pas à mettre des petites notes sur les réseaux sociaux et tout ça, et abonnez-vous. Et on se quitte avec un peu de musique d'Astor Piazzolla et aller quelques vers d'Alfred de Musset. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Du mal qu'une amour ignorée nous fait souffrir, j'emporte l'âme déchirée jusqu'à mourir. Mais j'aime trop pour que je dise qui j'ose aimer, et je veux mourir pour mamie sans la nommer. Des livres RMC.